bonjour à toutes et à tous. Allez, 14h30, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Bon, là j'ai le graphique du CAC 40, on va en parler juste après. Comme vous le savez, on commence toujours un peu par un peu le contexte global, même si on sait déjà depuis quand même plusieurs semaines que tout ce qui correspond au micro, macro n'a pas vraiment d'influence, on va dire, sur le marché. Alors, bon, il y a quelques éléments qui sont en train de se déclencher. On a eu Je vais pas dire des faux signaux, mais on a eu quand même un pic de volatilité ces derniers jours qui a entraîné pas mal de choses sans forcément beaucoup de conséquences. Mais voilà. Donc, concernant le marché. Alors, on a eu notamment la semaine dernière, enfin en tout cas en début de semaine et ce week-end, notamment des craintes entre les États-Unis, la Chine, accord commercial, salut Brice, pas accord, etc., etc. On a eu notamment une petite frayeur, des sueurs froides sur vous le savez, sur le Nasdaq, sur les valeurs technologiques. Certaines actions ont été massacrées très rapidement et tout de suite, finalement, on a eu derrière une reprise de la main des bullish, j'ai envie de dire des permaboules, de toutes celles et ceux, notamment des investisseurs qui rachètent à chaque fois qu'on a un pic de volatilité, à chaque fois qu'on a un repli assez conséquent, finalement, le lendemain, il se passe complètement l'inverse. On est toujours enfin en face ou avec, on va dire, dans des marchés quand même relativement schizophrènes. C'est-à-dire que lorsque vous avez finalement des gros signaux baissiers, lorsque vous avez des pics de volatilité finalement ou des flux même qui se mettent en place, et ben le lendemain il se passe complètement l'inverse, que ce soit d'ailleurs à la hausse ou à la baisse, peu importe. Finalement, ce qui prédomine quand même globalement sur l'ensemble d'ailleurs des actifs qu'on va dérouler ensemble, les tendances finalement se poursuivent, en tout cas les tendances qui sont en place depuis mi-mars. Alors, on a bien évidemment toujours le Covid sur le devant de la scène. La semaine dernière, enfin, ou la semaine dernière ou la semaine d'avant en tout cas, ça semblait réinquiéter à nouveau, notamment aux États-Unis. On m'expliquait, bien évidemment, au moment où ça baissait, en disant bah oui, c'est normal, on a des inquiétudes liées au Covid. Effectivement, c'est à ce moment-là où le marché était déjà à -1, -1,5, et finalement c'était le point bas. Donc vous voyez que de toute façon, on ne peut pas forcément se fier aux news. Et à chaque fois qu'on a des news, c'est pour justifier le mouvement qui a déjà eu lieu. Et le lendemain, ou le surlendemain, ou quelques heures après, finalement, il se passe l'inverse. Donc là, ce qui se passe, pour commenter a posteriori, on a bien évidemment le mouvement que vous voyez sur les indices, plus 2,5 sur le CAC, plus 2 sur le DAX quasiment. Les indices américains, ils sont dans la même lignée, bien évidemment. On a le Nikkei d'ailleurs, on va le voir juste après, qui est en train de sortir d'un range dans lequel il était quand même depuis quasiment un mois. Un range quand même très étroit. Et cela est lié a priori à des bonnes nouvelles concernant un potentiel vaccin sur le Covid, le Moderna, vous en avez entendu parler. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce vaccin, eh ben, il faut faire des études quand même sur plusieurs mois, voire années. L'étude se poursuivra jusqu'à à peu près fin 2022. Voilà, donc petite parenthèse, hein, on va continuer à se laver les mains et à porter des masques, parce que bah, si vaccin il y a, ça mettra quand même du temps à se mettre en place, et sans parler bien évidemment derrière de la commercialisation et de l'arrivée, que ce soit sur notre territoire ou que ce soit sur tous les pays et toutes les populations qui en ont besoin, autrement dit tout le monde. Euh, on a également les publications d'entreprises qui ont commencé. Donc les publications d'entreprises, comme je vous l'explique déjà depuis quand même quelques semaines, c'est un peu ce qui va, je pense, driver et ce qui va permettre de prendre la température sur la santé des entreprises, sur la santé économique, etc., etc. Pourquoi? Bah, parce que toute la partie macroéconomique, c'est-à-dire bah, le chômage, finalement, je ne vais pas dire qu'on s'en fout, mais en tout cas les marchés s'en foutent. Pourquoi est-ce qu'ils s'en foutent? Parce que le marché sait déjà que bah, le chômage n'est pas bon, que les sociétés, que tous les sondages qui sont réalisés, ce ne sont que des sondages réalisés auprès d'entreprises, auprès de sociétés, auprès de ménages qui ne répondent pas forcément aux sondages. Donc vous savez, dans
dans ces sondages, eh ben, on appelle finalement les entreprises, on appelle les ménages. S'ils répondent, on a finalement un taux de réponse qui est à peu près autour de 60-63% au maximum. Alors, c'est un échantillon, c'est une représentation peut-être de tout ce qui se passe, peut-être pas, mais en tout cas, le marché pour le moment n'y prête absolument pas attention. Et d'ailleurs, on a vu la semaine dernière que ce soit les ISM, que ce soit donc les sondages auprès des directeurs d'achat, donc des entreprises, pour témoigner de l'activité économique actuelle et leurs sentiments à venir sur leur activité, le marché s'en fout. Le chômage hebdomadaire qui est un peu légèrement meilleur que prévu, finalement le marché ne réagit pas, en tout cas je parle pour la semaine dernière. Et enfin, ce qui s'est passé autour des stocks de pétrole, c'est absolument hallucinant, parce que vous aviez en fait des attentes de déstockage de 3, enfin en tout cas de moins 3,2 millions de barils. Il en est ressorti finalement plus 5 millions, c'est-à-dire qu'on a entre 7 et 8 millions de barils sur la semaine en plus sur les bras, et le cours du pétrole n'a absolument pas réagi. Il a plus réagi au fait que il y ait une histoire comment dire, de publication fiscale de Trump entre 2010 et 2018, a priori, que des chiffres réellement macroéconomiques. Donc, c'est pour ça que je pense, et comme je vous le dis, je pense que les publications d'entreprise, même s'il a, je ne vais pas dire une majorité, mais on va dire une grande partie, à renoncer à avoir des objectifs, à avoir des perspectives, parce qu'en fait, elles n'en savent absolument rien de leur situation déjà actuelle et encore moins de la situation à venir. Par contre, bah, en fonction de ces publications-là, même si on ne sait pas, on ne saura pas forcément si c'est meilleur ou moins bon que prévu, au moins on aura déjà une bonne prise de tension de la conjoncture, on va dire, économique, parce que je rappelle quand même accessoirement que c'est les entreprises notamment qui embauchent, et donc c'est en fonction de ces entreprises-là et en fonction de leurs bénéfices ou pas, que les chiffres du chômage, on aura plus de visibilité, notamment autour de, que ce soit des recrutements, que ce soit des créations de postes ou des destructions de postes. Voilà, donc on est dedans. Alors cette semaine, c'est relativement light au niveau des publications d'entreprises, vous le savez. On a eBay qui publie aujourd'hui, on a Netflix qui publiera demain. Alors Netflix, c'est pas représentatif de l'activité économique, puisque Netflix, vous savez qu'elle fait partie de ces entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de ces valeurs refuges, notamment des boîtes finalement qui ont limite profité à ces boîtes-là, donc le Covid et toutes ces notions de confinement, etc., qui ont profité à ces boîtes-là. Est-ce que ça va durer ou pas? Ça, bien évidemment, l'avenir nous le dira, mais c'est pas représentatif de la situation globale, générale. Donc voilà, donc cette semaine, notamment sur le Nasdaq, c'est quand même très light. La semaine prochaine, on va passer un petit peu plus aux choses sérieuses. On a au sein du Dow Jones notamment, par exemple, demain, on a également Johnson Johnson. Voilà, donc c'est une première mise en bouche. Et concernant le CAC, on a Vinci. Demain, on a Vinci et Publicis qui publient. Voilà. Donc la semaine prochaine, ce sera beaucoup plus hard, beaucoup plus intensif en termes de publication d'entreprise. Ok. Donc pour le moment, le marché réagit finalement avec ce qu'il a à se mettre sous la dent. La semaine dernière, c'était Trump avec ses histoires de déclaration fiscale, nanana. Alors est-ce que c'est une cause ou une justification a posteriori? On n'en sait rien. Mais voilà, force est de constater que le marché, de toute façon, les publications macro s'en tapent. Donc finalement, les indices, bah, ils continuent dans leur mode schizophrénie. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Vous prenez tout simplement ce qui s'est passé sur... alors le Dow Jones, c'est pas forcément très représentatif, mais si on prend par exemple le Nasdaq, si vous prenez le Nasdaq par rapport à la grosse bougie, notamment daily qu'on a eu, salut Benjamin, salut Charles, la grosse bougie baissière daily qu'on a eu hier avant-hier, pardon, sur le Nasdaq, c'est quand même lourd de sens. Et vous voyez, finalement, depuis quelques semaines, depuis même quelques mois, à chaque fois qu'on a des gros pics de volatilité, tac, tac, et ben finalement derrière, le relais, il se fait même pas sur 2 journées. C'est-à-dire que oui, ok, on a ouvert en gap baissier, mais je vais pas dire dans un contexte de marché normal, puisque là on est dans un marché normal. Faut encore une fois, le marché évolue dans le temps et depuis des décennies, il évolue de manière complètement différente. On est là dans une situation de marché, dans une situation économique et même historique
Je vais pas dire de l'histoire de l'humanité sans aller jusque-là, mais on est quand même dans un schéma qu'on n'avait jamais connu avant, entre des banques centrales qui déversent des liquidités à foison, des États qui s'endettent à foison, des taux qui sont bas depuis quand même pas mal de temps et qui vont l'être encore pendant plusieurs mois et même années. Nul ne sait finalement comment se terminera tout ça. Salut Miari. Mais tout ça pour dire que voilà, à chaque fois qu'on a ces espèces de signaux baissiers, ces gros gaps, ces gros flux, finalement, que ça soit le lendemain ou même le surlendemain, finalement, on invalide tout ça avec une violence assez énorme. Donc voilà, alors que ce soit d'ailleurs sur le Nasdaq ou que ce soit même sur, par exemple, sur le SP500, quand vous avez comme ça un bull trap, une énorme bougie ici un espèce de bull squeeze, si je peux l'appeler comme ça. Et derrière, on a donc un bull trap qui se met en place et derrière une grosse bougie baissière et qu'on a le lendemain un gap baissier. On est quand même, je veux dire, très prudent, voire même short sur ce type de mouvement. Parce que, bah, effectivement, bah, déjà les niveaux actuels sont quand même on est quand même sur des niveaux enfin historiques, hein, d'ailleurs même, hein, que ce soit sur le Nasdaq bien évidemment, mais même d'ailleurs sur les indices américains et même d'ailleurs sur les indices européens, quasiment, on est déjà sur des niveaux historiques. On a rattrapé toute la perte qu'on a connue entre le février et mois de mars, qui était quand même très violente. Et dès qu'on a finalement ces mouvements, on le voit déjà bah, que hier, bah, finalement, les marchés repartent à toute blinde comme si finalement, bah, tous les flux, encore une fois, ne sont qu'éphémères. Donc ils continuent comme ça, les flux durent très peu, donc il faut faire de l'intraday, parce qu'il n'y a que ça pour le moment qui fonctionne, en tout cas qui permet déjà d'être positif sur ces comptes. Pourquoi? Bah, parce que si on fait du swing, et bah, le problème c'est qu'il faut s'y reprendre à plusieurs reprises, qu'on fait stopper ABE, qu'on se fait stopper en stop win, donc on prend finalement pas grand chose, voire rien. Et derrière, ça part comme avant. Donc vous voyez, même si on est d'ailleurs à l'achat sur les plus hauts en disant bah ça y est, on gappe à la hausse, par exemple sur le SP500, on gappe à la hausse, on continue dans le sens de la tendance, on continue à payer, à payer, à payer. Finalement derrière, on a un pullback tellement énorme avec une telle violence qu'on se dit bah techniquement, ou même d'ailleurs en termes de money management, bah on se fait stopper en stop BE, en stop win sans pour autant passer short et reverse tout de suite. Et le lendemain, finalement, le surlendemain, on est déjà sur les plus hauts, quoi. Donc c'est vraiment très difficile pour tout le monde. Ça, faut en avoir conscience. Donc soit effectivement, bah, dans une optique de swing, c'est très difficile parce qu'il y a des pullbacks, que ça soit aussi au baissier, peu importe, qu'on soit short ou qu'on soit à l'achat, peu importe. C'est le principe même d'ailleurs de ce qui se passe dans des ranges. Par exemple, vous prenez le DAX, bah, vous voyez qu'on a des bougies quand même très violentes. Finalement, le lendemain, on a l'inverse, etc., etc. Donc, on est dans un marché de contrariant au possible. Et dès que vous avez tout ce qui est finalement, je ne vais pas dire un peu les fondements de l'analyse technique, mais tous les flux, si vous prenez tous les flux, etc., finalement, il faut faire l'inverse à chaque fois de ce qu'on pense, en tout cas de ce qu'on voit, parce que, bah, encore une fois, lorsque vous avez des flux très très forts, lorsque vous avez des gros gaps, vous voyez ici par exemple sur le DAX, grosse réaction, tendance haussière, gros gap, on a un doji, finalement le lendemain c'est l'inverse, on a un gap baissier, gros doji, gap haussier, on est sous une zone de résistance, et là on a les indices américains qui vont ouvrir à 15h30 sur des configurations finalement ultra haussières, ultra bullish. Voilà. Il y a d'autres actifs, on va le voir juste après, que les indices. D'autres actifs, je ne vais pas dire forcément plus évidents, mais en tout cas peut-être un petit peu plus logiques dans leur construction. Donc la situation en swing, clairement, elle est bloquée. Alors, c'est pas faute d'accompagner dans le sens des tendances qui sont en place, et je parle des tendances primaires, je ne parle pas des petites tendances pourries qu'on a sur 2-3 jours, je parle vraiment des longues tendances, des lames de fond, des tendances primaires, donc des tendances daily, voire des tendances d'ailleurs moyen terme, hein. Tout dépend bien évidemment, tout est relatif, donc tout dépend l'échelle de temps sur lesquelles on se place. Mais si on prend ces longues tendances qu'on a notamment sur les indices, bah oui, on est toujours en tendance haussière. Tant qu'on ne pète pas de toute façon déjà alors les canaux, vous savez que les canaux, c'est bien, ça permet de matérialiser une tendance, mais c'est pas ça peut-être que le marché retient le plus. Le marché retient le plus les niveaux horizontaux qui sont beaucoup plus importants, beaucoup plus forts, beaucoup plus, comment dire, qui provoquent le plus de réactions que les canaux.
mais on est toujours dans des tendances haussières vraiment très très fortes. Donc le but c'est d'accompagner le plus longtemps possible ces tendances. En tout cas, je parle en swing, parce que pour le moment, bah, tous les signaux, toutes les tentatives, que ce soit de retournement, de matérialisation de point haut ou de point bas, peu importe quel actif sur lequel on est, et bah à chaque fois ça fait pchit. Voilà. Donc c'est pas forcément évident déjà de prendre les trains en marche, mais je pense que c'est la direction peut-être à avoir pour peut-être moins galérer. Je dis pas que c'est plus facile, mais peut-être au moins d'avoir une logique de fond. Et c'est la même chose sur d'ailleurs sur l'or, dont je vous parle quand même depuis quelques temps, sur l'eurodoll, dont je vous parle aussi depuis quelques temps, depuis qu'on est sur les 1,12, de ne chercher que des achats. Pourquoi chercher que des achats? On va le voir juste après, parce qu'on est toujours dans des tendances haussières. Sur d'autres actifs, type le Brent, eh ben, on est finalement sous des niveaux de résistance, et ces niveaux de résistance suscitent des réactions. Oui, elles suscitent des réactions. Mais vous voyez que lorsqu'on a des réactions de 2, 3, 4%, c'est le bout du monde. Et après, plus rien, on reste en range pendant plusieurs jours. Donc c'est assez galère. Voilà, donc un peu c'est le premier message important, on va dire, de ce tour d'horizon. C'est que pour le moment, le swing, que vous soyez, qu'on soit sur les indices, qu'on soit sur les actions, qu'on soit sur le forex, qu'on soit d'ailleurs sur les paires en yens ou pas, je ne vais pas parler des paires en yens, mais je vous parlais beaucoup notamment de ces paires en yens avec ces grosses impulsions haussières qu'on avait en daily il y a 2-3 semaines, qui étaient quand même très importantes sur des tendances, notamment daily haussières, qui étaient en train de se mettre en place. Je suis ici pour parler par exemple de l'euro-yen, du GBP-yen. On a longtemps également parlé de l'AUD-yen, mais vous voyez que c'est très lent, c'est très mou, ça se met longtemps à mettre en place. La trame de fond, la tendance de fond pour le moment reste intacte, mais c'est très voilà. Donc on va pas inventer. Je suis pas là pour vous expliquer que le marché va s'effondrer ou va exploser, parce que j'ai ni boule de cristal, ni d'informations privilégiées, ni l'envie d'inventer quoi que ce soit. L'état des lieux est celui-ci, c'est que pour le moment, l'intraday, 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 l'intraday uniquement, en gardant quand même bien évidemment en tête que de partir toujours sur des unités de temps longues, parce que ce sont ces unités de temps longues qui vont nous donner des signaux peut-être un peu plus forts. Et ces signaux un peu plus forts, nous serons, j'espère en tout cas, nous serons donnés avec les publications trimestrielles qui continueront de manière un petit peu plus intensive la semaine prochaine. Ok? Voilà. Donc en termes macro, bon, cette semaine, je vous laisserai regarder les différents calendriers, sachant qu'on a encore la Banque Centrale Européenne, la BCE qui s'exprime, etc., etc. Donc on verra tout ça au cours de la semaine. Salut Seb. Alors, sur le CAC, on va essayer quand même de savoir où est-ce qu'on habite. Sur le CAC, tendance de fond toujours haussière. On est dans un range depuis le 16 juin, donc ça fait un mois. Un mois qu'on est dans un tout petit range de 100 pips de large. À chaque fois qu'on en sort par le haut, c'est un fake. À chaque fois qu'on en sort par le bas, c'est un fake. On est sorti par le haut, c'était un fake avec un gap haussier, etc., etc. On tente d'en sortir par le haut au-dessus des 5030. On le réintègre, gap baissier, grosse mèche. Et finalement, ça repart, gap haussier, ça repart. Donc, la question est de savoir si on est dans la logique d'un marché schizophrène et qui n'arrive pas à tenir un flux plus d'un jour, eh ben on arrive proche du zone de résistance, on a un flux haussier, on est en train de sortir par le haut du range, on vend. Voilà, ça c'est un peu la logique. J'ironise un petit peu tout ça, mais a priori c'est un petit peu la logique. Bon, alors pour le moment le flux est haussier, ok. Par contre, bah voilà, à chaque fois qu'on arrive sur des niveaux depuis début juin, hein, depuis début juin, quasiment, allez, depuis le 5 juin, bah, à chaque fois qu'on a des mouvements d'ascension, vous voyez, derrière ça corrige violemment. Mouvement d'ascension, ça corrige violemment, etc., etc. Donc peut-être qu'on s'arrêtera sur les 5002, 5180. Moi, je pars du principe que on va rester dans des ranges tant qu'on n'en sait pas plus autour de l'actualité micro, macro et tout ce que vous voulez. Donc 5180, 5002, pour moi, vente offensive sur signal dans la logique que je vous ai exposée, en partant du principe que on est dans un range. On m'explique toujours a posteriori, ah bah oui, bah faut acheter en bas, vendre en haut, et bah on arrive en haut du range dans lequel on est. Voilà. Après,
Si on en sort par le haut, eh ben on en sort par le haut, mais loin de moi l'idée d'essayer d'acheter une résistance qui tient depuis quelques temps, où le marché est complètement schizophrène en partant du principe que ça y est, cette fois c'est la bonne. Pourquoi est-ce que ce serait la bonne cette fois-ci? Voilà, c'est la question que je vous pose. Oui, on est toujours dans des tendances haussières. Oui, je cherche des achats, notamment si on arrive autour des 4006, 4007. Pourquoi 4006, 4007? C'est cette zone qu'on a ici que j'estime avec un timing beaucoup plus intéressant que d'acheter un petit peu au milieu de nulle part et finalement de se faire racler à chaque fois que ça monte, se faire stopper. La semaine dernière, j'avais acheté d'ailleurs en toute transparence et je vous le partage ici. Je vous le partage ici. La semaine dernière, on était ici dans un range. Là, je suis parti du principe que oui, on a une impulsion, on est toujours dans une tendance haussière, etc., etc. J'ai attendu le pullback sur ce range sans acheter là-haut. Vous voyez, 5100. Parce qu'à chaque fois, encore une fois, les commentateurs a posteriori vous diront, bah, si le cas qui était monté comme ça en ligne droite, ah, bah, c'était facile, range horizontal, on en sort par le haut. La tendance de fond est haussière depuis mars. Eh ben on achète, ça fait que monter. C'est normal qu'on soit à 5003. Je vous donne un exemple vraiment très concret. C'est que voilà, si on était aujourd'hui à 5003, on vous aura dit a posteriori, eh ben, c'est facile, on est sorti du range. Bref, moi ce que j'ai fait la semaine dernière, c'est que j'ai attendu le pullback et je me suis dit, ok, on est dans une tendance de fond haussière, on sort par le haut du range. Il n'y a pas forcément plus d'inquiétude que ça. Le Covid, effectivement, aux États-Unis, ça inquiète, mais on voit que le marché, finalement, n'y prête pas plus attention que ça. Banque centrale, etc., etc. Bref, tous les arguments positifs que vous connaissez, que vous pouvez voir un petit peu à droite à gauche, sachant qu'il n'y en a pas quand même non plus des masses. Et finalement, bah, on l'a réintégré. Voilà. Et finalement, on l'a réintégré et on est 100 points au-dessus finalement de ça. Donc, réponse pour répondre à la question, est-ce qu'il faut dans ce contexte de marché-là ne pas mettre de stop? Effectivement, dans ce type de marché complètement schizophrène, que vous soyez acheteur ou vendeur, de toute façon, à chaque fois, vous retrouvez votre prix. C'est le principe même d'un range. Après, je pense que dans une logique de moyen long terme, il ne faut surtout pas rentrer en position sans avoir de niveau d'invalidation, que ce soit un stop placé, que ce soit un niveau d'invalidation, que ce soit en clôture daily, en clôture weekly, en clôture mensuelle, en clôture horaire, tout ce que vous voulez, ou tout simplement en rupture de zone. Mais voilà. Donc voilà ma stratégie pour le moment. Si on arrive à 5180, 5002, si on a la force d'aller jusque-là, j'estime que le CAC sera à plus 3, plus 4 depuis hier. Et enfin, je suppose qu'on ne sera pas à plus 3,5, plus 4 d'ici ce soir, mais ne sait-on jamais. D'ici la fin de la semaine, si on arrive autour de cette zone-là, j'estime que c'est plutôt une zone de vente qu'une zone d'achat. Voilà. Après, à chacun d'estimer ce qu'il en pense. Et si on réintègre à nouveau les 5030, attention, attention à pas partir du principe que ça y est, c'est encore un bull trap parce que vous avez vu ce que ça a donné. À chaque fois qu'on a réintégré, bah, finalement derrière, c'est pas allé bien plus bas que les 4850. Donc voilà les gros niveaux, les grosses zones que j'ai. Vous les avez ici sur le graphique. 5180, 5002 en première intention. 5030, c'est bien évidemment le haut du range dans lequel on en est sorti depuis un mois. 4850, si on passe en dessous, je ne vais pas dire que c'est catastrophe, mais en tout cas, effectivement, là, à ce moment-là, je pense qu'on aura un gros pic de vol et on ira direction 4006 et à ce moment-là, 4006, zone d'achat. Ok? Voilà. Donc, moi, le flux qu'on a aujourd'hui, pour répondre de manière assez brute et assez simple et assez efficace. Le flux 5030 sur le CAC notamment, ça m'intéresse pas à acheter maintenant. Voilà, à vous de voir. Brice me pose la question, est-ce que l'orange ne serait pas un léger canal haussier en bleu? Oui, ça peut. Je pense que tu parles de ça. Tout à fait. Et du coup, la borne haute, ça donne 5180, 5002. Donc oui, c'est un objectif pour ceux qui sont à l'achat et contenus et qui n'ont rien fait depuis un mois et qui se sont endormis depuis un mois et qui sont partis à la plage ou à la montagne où vous voulez. 5002, effectivement, dans un premier temps, c'est un objectif sur les achats et donc une zone de vente offensive. Pourquoi offensive? Parce qu'on est contre la tendance daily, etc., etc. Voilà. Voilà pour moi. C'est la même chose du coup bien évidemment sur les indices, après il faut extrapoler. Le DAX il était dans un range absolument hallucinant, sauf depuis aujourd'hui il essaye de s'en extraire par le haut. Voilà ce que ça donne le DAX en daily, c'est à peu près la même chose que sur le CAC. Tendance haussière, on a des ranges, tentative de sortie par le haut, gros fake, bam,
on en sort par le bas, ah bah non, finalement on en sort par le haut, finalement derrière on a des bougies rouges, ça nous donne un espèce de gruyère absolument hallucinant. C'est très difficile en swing, et je dirais même, je vais aller au-delà de dire que c'est très difficile, je dirais même que c'est dangereux d'être en position swing et encore plus en position overnight. Voilà, parce que le lendemain, finalement, vous voyez qu'on fait l'inverse. On fait l'inverse de tout ce que le marché, de tout ce que l'analyse technique nous apprend depuis des années. Et d'ailleurs, on va faire maintenant très rapidement, maintenant que vous avez à peu près compris le principe, regardez sur les autres indices. Regardez sur l'IBEX, l'indice espagnol. Regardez l'indice espagnol. C'est pas plus facile. Alors la tendance précédente, je vais pas dire qu'elle est haussière, hein. Je veux dire, on est rentré, je vais pas dire qu'elle est haussière, mais on est rentré par le bas dans ce range. Vous voyez, pile poil dedans. Est-ce qu'il faut payer l'extraction par le haut? Bah pourquoi pas, sauf que vous voyez que là, ici, on teste la borne basse, gap, on en sort par le haut et finalement on réintègre, on fait que baisser. Impulsion haussière, on en sort par le haut, gap, on retrace tout. Voilà. Ça, c'est un peu c'est notre quotidien depuis un mois. Sur les autres indices, c'est pas plus évident. Le FTSE, voilà le FTSE, range ici. Alors le Nikkei est un peu différent. Alors lui, il était dans un range. Je pense que je suis pas sûr d'avoir déjà connu ça, notamment sur le Nikkei. Le Nikkei, lui, était un peu plus fort parce qu'il a moins baissé que ses homologues. Mais alors, notamment parce que bah, la BOJ est ultra active, enfin donc la Banque centrale du Japon est quand même ultra active sur le marché, rachète directement des ETF sur le marché, etc., etc., donc directement sur le marché secondaire. Et là, on en est sorti à peine aujourd'hui par le haut. Voilà. Donc est-ce que voilà, on est toujours dans une tendance de fond haussière. Ok, ok. Moi, je vais pas me mettre en face, hein. C'est pas parce que je vous ai dit que je chercherai des ventes sur les 4180 à peu près entre 170 et 200 sur le CAC que je vais forcément, je vais pas, je vais chercher le point haut partout. Le Nikkei là, il est en train de sortir par le haut, il se met dans un flux. Ok. Mais moi, je suis pas contre à rien. Je suis pas là pour rentrer contre le flux. Il y en a certains qui le font en scalping. Je vous déconseille quand même de le faire en scalping parce que ça va marcher quand vous êtes dans des ranges comme ça. Vous faites finalement, lorsqu'on est à plus 100 points, vous faites l'inverse, puis finalement ça tient, vous avez à chaque fois le point haut et le point bas. Sauf que lorsqu'on va rentrer dans des flux très très forts, bah là on va se faire arracher parce qu'en fait on va passer, encore une fois, hein, je vous rappelle que une position long terme, c'est une position court terme qui a mal tourné. Donc si on passe en mode scalping, en mode je rentre contre le flux parce que ça marche à chaque fois depuis un mois, et si derrière finalement on en sort, on se fait quand même défoncer parce qu'en scalping, je vous rappelle que l'objectif c'est de prendre allez, 10-15 points à tout péter. Et si derrière c'est pour tenir une pause et pour renforcer les accélérations haussières en disant ah bah de toute façon le marché est schizophrène forcément, donc forcément à un moment donné ça va baisser. Sauf que si vous vous retrouvez à 24 000 avec 10 fois la taille de votre position, vous cramez votre compte alors que vous avez passé un mois à prendre 10 points sur le marché, quoi. Voilà, donc faites attention à ça, notamment si vous faites du scalping. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi je vais pas anticiper, je vais pas dire ah bah 23 000 c'est le poids haut sur le Nikkei, il faut absolument vendre, absolument pas. Mais moi, ça m'intéresse pas plus que ça d'acheter là maintenant. Voilà. Donc je préfère attendre qu'on ait un signal de retournement, peut-être la réintégration de ce range-là, et là au moins ça me donnera déjà un niveau d'invalidation, ça me donnera des éléments positifs en faveur de rechercher des positions à la vente. Me dire oui, mais dans ces cas-là, est-ce qu'on peut chercher des achats? Oui, bien évidemment. On est toujours dans des tendances haussières. D'accord? Mais moi, c'est pas mon délire d'anticiper et notamment de payer des résistances, comme vous le voyez, comme on l'a vu notamment bah, sur le CAC, comme on l'a vu sur le DAX, parce que le DAX, on est sur le niveau de résistance, hein, les 12 009, 13 000, c'est une zone de résistance, hein. Donc si ça vous botte d'acheter des zones de résistance, etc., etc., sur les indices, bien évidemment, allez-y. Mais moi, c'est pas mon truc. Voilà. Pas dans ce contexte-là, pas dans un contexte de range dans lequel on est depuis un mois et demi, quoi. Un mois et demi sur le DAX, hein, parce que ça fait 4 juin, on est déjà le 15 juillet, donc depuis début juin, on est quand même dans des gros ranges et on est sur la borne haute tout simplement. Voilà. Ok? Et vous voyez d'ailleurs sur l'IBEX, pareil, hein, sur l'indice espagnol, c'est la même chose. Le FTSE, c'est exactement la même chose. Sur le SP 500, alors vous voyez quand même le vice.
Les marchés sont quand même très vicieux, les indices sont quand même très vicieux. On avait un range parfaitement défini. Je vous ai dit d'ailleurs la semaine dernière, moi, que je cherchais des achats sur pullback, sur le SP500, sur les 3150, comme sur le CAC, hein. Exactement la même chose, hein. Sur le CAC, regardez, on est sorti par le haut du range, on a fait le pullback. Je paye ici la réaction positive qu'on a en horaire sur le CAC, ça fonctionne pas. J'ai dit la même chose sur le SP500. Et vous regardez, le SP500 est beaucoup plus fort. Parce qu'en fait, le SP500 est sorti par son range de manière assez, comment dire, timide. Et finalement, on l'a pas réintégré plus que ça, voire même on l'a quasiment pas réintégré. Alors pas en clôture, c'est toujours délicat de parler en clôture, pas en clôture, etc. Parce que si on parle en clôture, on a toujours des timings d'intervention qui sont quand même beaucoup moins intéressants lorsqu'on est en séance. Mais du coup, on a toujours un pullback et on est toujours dans une dynamique haussière. Donc oui, si on a des stratégies d'achat, on peut invalider sur la réintégration de ce range-là, sachant que sur les marchés américains sont beaucoup plus forts que les indices européens. Peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas sur une durée un peu plus longue, les indices américains sont toujours plus forts. Alors le Nasdaq, on n'en parle pas parce que le Nasdaq, on l'a vu tout à l'heure très rapidement, grosse englobante baissière, avalement baissier ici en daily, gap baissier, et finalement, on retrace tout. Et le Nasdaq, il est déjà en train de retracer 50% de cette grosse bougie impulsive baissière. Voilà. Voilà pour moi pour les indices. Concernant l'or. Alors l'or, moi je vous ai de plus en plus, je vous ai beaucoup accompagné sur des recherches d'achat. Je continue dans cette optique-là. Je continue à rechercher des achats depuis quoi? Je vais pas refaire la messe, hein, mais je vous dis très rapidement pour celles et ceux qui peut-être qui découvrent Traders ici. Depuis quoi? Depuis ça. Depuis cette impulsion haussière, les 1740 $. Pourquoi? Tendance haussière, range, plus de chances d'en sortir par le haut. Donc depuis ça, on ne cherche que des achats. Que des achats, que des achats. Je ne dis pas que c'est facile, d'accord? Je dis simplement que c'est la tendance privilégiée et que c'est le plan que je privilégie encore. Et c'est le plan que je privilégie encore aujourd'hui. Alors, attention, toutefois, on a une tendance haussière, canot ascendant, H4. À chaque fois, on a des paliers qui sont constitués, tac, tac, tac. On le sait. On est en train encore de matérialiser un palier et je vous ai notamment dit, tant qu'on reste au-dessus des 1790 $, je continue à chercher des achats. Je ne dis pas que c'est facile, encore une fois, mais c'est la tendance qui prédomine. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Pourquoi pas sur l'or? Le but, c'est pas d'avoir par anticipation le point haut sur l'or. Le but, c'est d'accompagner des mouvements et des opportunités que nous donne le marché et des éléments notamment techniques et des convergences d'éléments qui nous permettent d'estimer des, je vais pas dire des probabilités de réussite, mais en tout cas, voilà, statistiquement, d'avoir plus de chances d'avoir un trade gagnant que l'inverse. Pour le moment, l'or est toujours dans une tendance haussière. On est en train de faire une latéralisation, range latérale, on a plus de chances d'en sortir par le haut. On en est sorti par le haut une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On en sortira peut-être cinq fois par le haut. Je vous rappelle qu'une tendance se prolonge X fois et ne se retourne qu'une seule fois. Dans ne se retourne qu'une seule fois, à quel moment est-ce que j'estime qu'on arrêtera, que j'arrêterai de chercher des achats sur le gold et à ce moment-là où je passerai vendeur sur le gold parce que effectivement, si vous regardez en données mensuelles, le gold, il vient de 1000 $, on est à 1800 et on est sur des plus hauts historiques. Je vous rappelle que les plus hauts historiques, on est à peu près autour de 1920 $, donc on n'en est pas loin. Ici, c'est les plus hauts historiques sur l'or. D'accord? Donc c'est pas parce qu'on est sur des plus historiques qu'il va forcément baisser. Mais oui, le timing semble un petit peu limite. Pour autant, les stratégies acheteuses ne font que fonctionner. Donc, je chercherai encore des achats sur le gold tant qu'on reste au-dessus de cette zone, ce nouveau palier, ce nouveau support, 1790, pourquoi pas jusqu'à 1850. À 1850, je referai la même chose, peut-être qu'on refera encore un range, etc., etc., jusqu'à ce que la tendance se retourne. Si, et deuxième élément, en swing notamment, si on passe sous les 1790 $, ici avec une grosse impulsion baissière, gros dégagement possible, et là je passerai short. Et j'arrêterai de chercher des achats, je ne chercherai que des ventes sur l'or. Je préfère fondamentalement être acheteur d'or que d'être vendeur à découvert sur des contrats sur l'or. Voilà, ça semble évident, mais je pense qu'il est bon aussi de le rappeler, d'une part que la tendance reste haussière, d'autre part qu'elle sera invalidée que si on passe sous les 1790, et d'autre part d'un point de vue fondamental, je pense qu'il vaut mieux acheter de l'or que d'acheter du Bitcoin.
Sur l'eurodoll, je vous ai dit depuis quelques semaines sur l'eurodoll que je ne cherche que des achats tant qu'on est au-dessus de 1,12. Je vous en parlais tout à l'heure en introduction. Pourquoi ne chercher que des achats au-dessus des 1,12? Tout simplement parce que la tendance précédente est haussière et qu'on a plus de chances de sortir par le haut du range précédent dans le sens de la tendance précédente que l'inverse. Au-dessus des 1,12, ça tient. Tant que ça tient, je ne cherche que des achats. On est à 1,1450, c'est pas maintenant qu'on va acheter. Pourquoi? Parce qu'on arrive en weekly ici sur une grosse zone de résistance que vous voyez là depuis 2015, 2016, 2019, mars 2020. On est sur une grosse zone de résistance. On a plus ou moins une tendance toujours baissière qui est en train d'être remise en question, notamment par l'aplatissement de cette MM50 mensuelle, hebdomadaire, pardon. Donc en daily, on arrive sur les 1,1450. Il y en a effectivement qui sont encore à l'achat et qui tiennent et qui visent peut-être un 14,50, un 17. Je ne pense pas qu'il faille être non plus devin ou trop être ambitieux. Encore une fois, en rappel de ce que je vous ai dit notamment en introduction. Le swing, attention, les marchés sont ultra schizophrènes et on peut tout reperdre en 2 jours ou même en 1 heure ou en 2 heures. Donc à partir de là, ne cherchez que des achats ici autour des 1,12 jusqu'à 1,14, 1,1450. On y est, plan terminé. À partir de là, oui, on peut continuer à relever les stops. On peut continuer à augmenter les niveaux d'invalidation comme sur l'or, etc., au fur et à mesure, notamment sur des unités de temps plus courtes, par exemple sur du 15 minutes. Vous tracez des canaux, vous avez des hop, à chaque fois des paliers, des nouveaux paliers, etc., et de l'accompagner le plus longtemps possible. Par contre, pour un nouveau plan, en tout cas pour cette semaine, je vais commencer à chercher des ventes. Voilà, c'est ma zone de vente. Je l'attendais. Beaucoup m'ont dit ici en me disant Xav à 1,12, t'es complètement débile, le Rodol il va s'effondrer en tendance baissière. Bah non, moi je cherche des achats, excusez-moi, parce qu'on est toujours en tendance haussière et notamment on est sur une zone support et donc sur un bas de range qui succède à une tendance haussière. Finalement, bah, j'en entends plus trop parler des vendeurs ici à 1,12, peu importe. Donc maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? À partir de maintenant, je vais chercher que des ventes entre 1,1450, enfin on y est, hein, sur des signaux horaires. Ok? Donc sur du 4 heures, l'horaire, etc. J'essayerai de voir s'il y a un flux éventuellement qui se met en place tel qu'on l'a connu peut-être ces dernières séances, ces dernières heures, ces dernières semaines. Pour le moment, on n'a pas de flux baissier qui est en train d'être mis en place. Ce n'est pas remis en question, cette accélération haussière n'est pas remise en question. Mais vous connaissez à partir de maintenant mon plan là-dessus. Ok. Les paires en yens, je passe parce qu'elles sont passées tout en range, etc., etc. Et je suis plus acheteur sur ces niveaux-là d'indices. J'ai longtemps accompagné justement les achats sur les paires en yens parce que j'estimais que les indices étaient toujours en tendance haussière, qu'on pouvait sortir par le haut, que c'était peut-être plus simple sur certaines paires en yens, notamment celles que je vous ai partagées, sur lesquelles j'ai quand même pas mal insisté, notamment sur le NZDJPY suite à cette bougie haussière impulsive. D'accord, alors ça s'est fait progressivement, doucement, nanana. Alors ça fait peut-être que 150 pips, mais il n'y a pas grand chose de plus à gagner, notamment sur le marché Forex en ce moment. Donc 150 pips, c'est quand même déjà pas mal. Tendance haussière, support, on accompagne le mouvement. Maintenant, elles sont toutes en range. Donc vous savez que le yen est considéré comme une valeur refuge. Donc c'est pas en cherchant des ventes sur les indices que je vais chercher des achats sur les paires en yen. Ok. Donc par anticipation notamment de ces zones de résistance qu'on est en train de travailler sur les indices, je ne travaille plus les paires en yen à l'achat. Voilà. Soit on a déjà des positions, on les laisse courir et on affine, comme je l'avais indiqué en fin de semaine dernière, on ajuste les stops, les invalidations, etc., pour accompagner le plus longtemps possible. Maintenant, terminé sur les paires en yen. Voilà, parenthèse fermée, mais non moins importante. Sur le pétrole, la semaine dernière, j'ai commencé à vendre sur une première impulsion baissière. Je vous l'avais indiqué en plus en Traders Room en vous disant si j'ai un signal baissier daily, je vends. Regardez ce qui s'est passé, c'était exactement ici sur les 42,70. On a échoué sur cette zone de résistance, englobante ici baissière daily et on est rentré à peu près à la position ici sur les 42,70. D'accord. Derrière, il a perdu 2, 3, quasiment 4%. Et finalement, ça a réintégré. Je continue à travailler dans ce sens-là.
J'estime qu'on est, enfin c'est même pas j'estime, c'est on est sur une zone de résistance qui a été constituée depuis début juin. Premier top, deuxième top, troisième top, peut-être quatrième, cinquième, sixième, septième top, j'en sais rien. Mais en tout cas ici pour moi c'est pas une zone d'achat. Donc là sur le pétrole, je ne cherche que des ventes. Et d'ailleurs on a un petit flux qui est en train d'être mis en place juste avant l'open des marchés américains. Donc l'avantage de cette stratégie notamment de vente sur le pétrole c'est quoi? Regardez, c'est votre niveau d'invalidation. Je pense que il est clairement défini. Si on devait passer là au-dessus, terminé, on abandonne les ventes, on invalide les plans baissiers et on reprendra éventuellement si on a des nouveaux éléments baissiers. Mais là, pour moi, on est sur une zone de vente. Voilà. Voilà, messieurs, dames. 40 minutes pour la Traders Room. J'espère que c'était clair, que c'était synthétique, que c'était concret. J'espère vous avoir partagé des niveaux peut-être qui vous intéressent. Ne suivez pas bêtement, encore une fois, quiconque. Essayez de prendre les éléments que vous avez peut-être à droite et à gauche et en tout cas constituer des plans de trading, ça vous évitera d'être schizophrène comme les marchés et surtout ça évitera d'aller dans tous les sens et de réagir à chaud et de se faire avoir en haut, en bas, en haut, en bas et finalement d'acheter là-haut, de vendre en bas, d'acheter là-haut et de vendre en bas. Au moins ça évitera de faire d'être en mode, ce qu'on appelle le mode FOMO. Vous savez, le mode FOMO, c'est en gros suivre le marché bêtement sans comprendre ce qu'on fait simplement pour tel un mouton, quoi. Voilà. Donc faites gaffe, pour le moment, c'est un marché délicat. Privilégions l'intraday pour le moment. On est sur des grosses zones de résistance un peu partout. Je vous ai partagé des éléments, que ce soit sur l'or, sur l'eurodoll, sur le pétrole, le yen, je laisse tomber, et également des niveaux d'intervention sur les indices. Je vous souhaite, merci Charles, merci Vanna, merci Seb, merci Brice, merci à toutes celles et ceux silencieux qui n'ont peut-être pas partagé sur le chat, mais qui étaient présents dans cette Traders Room du mercredi 15 juillet. Je vous souhaite une très belle journée, de bons trades et peut-être de très belles vacances si vous êtes en vacances, profitez-en. Et je vous dis du coup à lundi prochain, 14h30, même endroit. Ciao ciao.